Si Nasser Jeune a décidé de fuir de façon aussi risquée, aussi aventurière, vous imaginez, c'est pas un jeune de 23 ans, 25 ans, il est âgé de 55 ans à 56 ans. Le seul bras armé, le premier bras armé de Tebboune de 2023 à 2025, c'était Nasser Jeune. Nasser Jeune a été contraint de fuir, c'est parce qu'il se sentait en danger. Il ne craignait pas la prison, il craignait d'être liquidé. Pourquoi? Parce qu'il a des dossiers très lourds sur Saïd Chengriha et son entourage proche, y compris son enfant, Chabir Chengriha, et sur Abdelmajid Tebboune et son entourage proche, y compris ses enfants. Et les conseillers de Tebboune et les membres les plus éminents du clan de Chengriha. Il en savait trop. Voilà, il en savait trop. Personne n'a autant de dossiers que Nasser Jeune. Pourquoi? Parce que Nasser Jeune a créé un lien personnel avec Tebboune et son entourage et avec Chengriha et son entourage. Vous allez me dire quels sont ces dossiers. L'enrichissement direct des enfants de Tebboune, l'enrichissement direct de Saïd Chengriha et de son fils Chabir Chengriha, l'enrichissement direct des principaux membres de l'état-major de l'armée et alliés de Saïd Chengriha, l'enrichissement direct et des principaux membres du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Toshelli, Sonatrach, les sociétés turques, les ventes d'armes et les sociétés, les fournitures d'armes pour l'armée nationale et populaire. Si Nasser Jeune a décidé de fuir de façon aussi risquée, aussi aventurière, je dirais même de façon aussi suicidaire et dangereuse, vous imaginez, c'est pas un jeune de 23 ans, 25 ans, il est âgé de 55 ans à 56 ans, Nasser Jeune, il est âgé de moins de 60 ans. Il allait tout laisser derrière lui, il a une carrière, il a un nom, il avait du pouvoir, il avait de l'influence, il avait des amis, des partisans, des ennemis, certes, des détracteurs, mais aussi beaucoup d'amis et de partisans. L'homme qui était le bras armé, pas le seul bras armé, le premier bras armé de Tebboune de 2023 à 2025, c'était Nasser Jeune. De 2021 à 2024, il était l'un des boucliers de Abdelmajid Tebboune. Ensuite, après la chute et la disgrâce en 2023 de Ferezdine Benchir, jusqu'à 2024, il est devenu Nasser Jeune le seul bouclier de Abdelmajid Tebboune. L'homme qui a permis, il faut dire la vérité, c'est des faits. Moi, je ne défends pas, je ne défends pas. Moi, je rapporte juste la vérité. L'homme qui a permis à Tebboune d'aller loin et d'obtenir le deuxième mandat, c'est Nasser Jeune. C'est lui qui a organisé les élections présidentielles anticipées. C'est lui qui a cassé toute l'opposition algérienne. C'est lui qui a terrifié les activistes du Hirak. C'est lui qui a domestiqué les réseaux sociaux. C'est lui qui a imposé l'autocensure à la presse algérienne. Il n'y a pas eu une émeute, il n'y a pas eu un rassemblement, il n'y a pas eu une contestation qui aurait pu perturber les élections présidentielles anticipées de Tebboune, qui ont permis le deuxième mandat de Tebboune en septembre 2024. Si Nasser Jeune a été contraint de fuir, c'est parce qu'il se sentait en danger. Il ne craignait pas la prison. Ce n'est pas la prison seulement qu'il attendait. Il craignait d'être liquidé. Il craignait d'être éliminé. Pourquoi? Parce qu'il a des dossiers très lourds sur Saïd Chengriha et son entourage proche, y compris son enfant, Chabir Chengriha, et sur Abdelmajid Tebboune et son entourage proche, y compris ses enfants. Et les conseillers de Tebboune et les membres les plus éminents du clan de Chengriha. Ils se sentaient menacés. Ils savaient il en savait trop. Voilà, il en savait trop. Il avait des doutes, contrairement à les Oulhaj, de la gendarmerie nationale, contrairement à Mohamed Jabbar, contrairement à Khal Majdoub, contrairement à tous aux anciens, aux actuels chefs de légion militaire, contrairement à d'autres anciens, Abdelghani Rajdi, généralement Abdelghani Rajdi, qui a dirigé la DGSI et la DDSE plus tard. Personne n'a autant de dossiers que Nasser Jeune. Pourquoi? Parce que Nasser Jeune a créé un lien personnel avec Tebboune et son entourage et avec Chengriha et son entourage. C'est quelqu'un qui créait du lien, qui avait un rapport direct, personnel, qui ne se contentait pas du rapport hiérarchique et qui a été instrumentalisé par Tebboune et Chengriha. Aucun autre général ou patron des services secrets n'a été aussi instrumentalisé par Tebboune et Chengriha dans plusieurs sales besognes. Il a commencé par Antar avant de monter à la tête de la DGSI. Donc, Nahaf Salat al-Eid de avril 2024, quand Tebboune Widi Oujid Nasser,
Tebboune a compris pourquoi il sait très bien pourquoi il a choisi Nasser John. Mais quels sont ces dossiers? De quoi il s'agit? Quels sont ces dossiers qui auraient pu causer la mort de Nasser John s'il était resté encore en Algérie? Clairement, il a fui, parce qu'il aurait pu aller en prison. Nasser John, c'est un dur à cuire, c'est pas la prison qui lui fait peur. Il aurait pu négocier à l'intérieur avec ses soutiens, rester 1 année, 2 ans en prison. Il savait très bien que c'est pas la prison qu'il attendait, que même en prison, il risque d'être éliminé, empoisonné. C'est lui, il craignait, il redoutait la mort. Pourquoi? Parce qu'il a des dossiers, encore une fois, extrêmement accablants. De quoi s'agit-il? Vous allez me dire quels sont ces dossiers. L'enrichissement direct des enfants de Tebboune, l'enrichissement direct de Saïd Chengriha et de son fils Shafir Chengriha, l'enrichissement direct des principaux États membres de l'état-major de l'armée et alliés de Saïd Chengriha, l'enrichissement direct des principaux membres du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Toshelli, Sonatrach, les sociétés turques, les ventes d'armes et les sociétés, les fournitures d'armes pour l'armée nationale et populaire, les relations avec les Qataris, les deals avec les Chinois, tous les dossiers chauds qui ont été gérés et qui ont profité à l'entourage de Tebboune de Chengriha, Nasser John les a. Je vais vous donner aujourd'hui un exemple. Je veux dire une copie d'un petit dossier. Il n'est pas petit, il est extrêmement grave et gros. On va dire d'un petit dossier par rapport aux autres dossiers très lourds sur lesquels Nasser John a travaillé ou dans lesquels Nasser John était impliqué, ou dans lesquels Nasser John a été appelé à jouer un rôle de facilitateur, ou dans lesquels Nasser John est intervenu pour débloquer, ou régler, ou enquêter, ou recadrer. Le dossier du trafic des cigarettes. Je dis bien, le dossier du trafic des cigarettes. Vous savez, Algérie Part, il a publié déjà plusieurs émissions sur le grand marché obscur du tabac en Algérie. Rappelez-vous, vous pouvez aller revoir notre émission du 14 décembre 2023, intitulée Trafic, corruption ou détournement, notre grande enquête sur l'obscur marché du tabac en Algérie. Le principal acteur du marché du tabac en Algérie, c'est une société algéro-émiratie qui s'appelle Lastaim. Lastaim, je rappelle un peu son historique, c'est une société qui a été créée en 2002 entre la Société nationale algérienne des tabacs et allumettes et un consortium émirati d'investisseurs. Ils ont créé Lastaim, qui a été agréé par le ministère algérien des Finances en tant que fabricant de tabac. Le capital était majoritairement détenu par les investisseurs émiratis. C'était bien avant la loi du 49-51. Ensuite, à partir de 2025, Philip Morris, le géant mondial Philip Morris, fabricant de Marlboro, etc., a donné une licence exclusive aux actionnaires émiratis de Lastaim pour qu'ils puissent fabriquer localement les marques Marlboro et LM. Il faut savoir que les propriétaires émiratis de Lastaim ont déjà l'exclusivité de la distribution de la fabrication des marques américaines de cigarettes Marlboro et LM dans pratiquement beaucoup de pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, y compris dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. On en a déjà parlé dans les enquêtes d'Algérie Part. Donc, depuis 2005, Lastaim domine le marché du tabac en Algérie, qui est énorme. On estime que le marché du tabac en Algérie pèse 30 milliards d'unités. C'est l'un des marchés africains qui représente un potentiel énorme et une croissance forte. Ce sont des centaines de millions de dollars. Je dis bien des centaines de millions de dollars. La contrebande, uniquement la contrebande, elle est estimée à presque 1 milliard de cigarettes par an. Il y a de cela 10 ans. Après, on parle de 1 milliard, 2 à 1 milliard 5 de cigarettes qui transitent par le marché du tabac. On estime aussi que 30% du marché national en Algérie est dominé par les marques étrangères. Mais ça, c'est des estimations puisque on n'a pas d'études sur place. D'autres estimations parlent de 50%. Donc, ça reste les enjeux financiers sont énormes de Lastaim. Franchement, c'est vraiment énorme. C'est des centaines de millions de dollars. On a du mal encore à quantifier le marché du cigarette. On l'estime, certaines estimations, à 3 milliards de dollars. D'autres estiment à plus.
D'autres sources estiment à moins. Mais le chiffre de 3 milliards de dollars, il est, je pense, assez juste. Franchement, assez juste. Il y a encore, hein, ce sont des estimations. Il s'avère que en Algérie, on a le problème du marché informel, surtout des filières de trafic qui prennent les cigarettes algériennes pour les revendre sur le marché européen, comme en France, où le prix des cigarettes françaises made in France est extrêmement élevé, on le voit 4 fois, si ce n'est pas des fois 5 fois plus élevé pour certaines marques. Donc les cigarettes Marlboro algériennes se vendent sous le manteau. D'ailleurs en France, c'est toujours une traque accélérée, intense contre les réseaux de la contrebande des cigarettes algériennes. Les enjeux financiers sont vraiment énormes. Nasser Djen était impliqué dans l'un des dossiers dans lesquels il était soumis à une enquête et pour lequel il avait été auditionné et interrogé, c'est le dossier Stein. Nasser Djen profitait d'un mécanisme très sournois et dont très personne ne parle en Algérie parce que la mafia des cigarettes elle est très dangereuse. Les langues commencent à se délier maintenant après l'affaire Nasser Djen. Nasser Djen, effectivement, il avait un rabatteur qui s'appelait Omar, qui était un businessman. Ce Omar, d'ailleurs, il est en état d'arrestation en Algérie. Omar avait des connexions, le rabatteur de Nasser Djen avait des connexions au sein de la STAIM. Des connexions qui lui permettent de récupérer des produits. Alors, comment font les gens de la STAIM? Il y a un réseau au sein de la STAIM qui profite, qui nourrit la contrebande des cigarettes en détournant jusqu'à 20% de la production de l'entreprise. Jusqu'à 20%, vous imaginez, la production des Marlboro, LM, etc. en Algérie part ou alimente le marché informel. Comment? Au niveau de la STAIM, il y a des produits qui sont non conformes. Des cigarettes, des paquets de cigarettes jugés non conformes, cassés ou endommagés. Endommagés ou non conformes. Dans le processus de fabrication, il y a des ratages. Il y a des paquets de cigarettes qui ont des défauts, des cigarettes qui ont quelques défauts. Donc, on a toujours un stock de produits non conformes ou endommagés. Ce stock, normalement, il est éliminé, il est broyé, ou il est récupéré autrement, en tout cas, il est brûlé, il n'est pas destiné à être commercialisé. Sauf que le trafic, au sein de la STAIM, il y a un réseau de mafieux qui prennent des cigarettes conformes et correctement fabriquées, mais ils les déclarent, ils les incluent dans la catégorie des produits non conformes et endommagés. Et à travers ce mécanisme, il y a une partie qui est récupérée. Il y a une partie qui est récupérée, enfin, toute la partie qui est déclarée non conforme et endommagée, au lieu d'être brûlée et d'être, détruite, pour protéger, parce qu'elle ne peut pas être commercialisée, pour protéger les consommateurs, les trafiquants de la STAIM transfèrent ces produits-là de l'usine de la STAIM, la plus grande usine de la STAIM est basée à Koléa, au centre d'Alger, pour les donner à des réseaux du marché informel qui vont les revendre, qui vont revendre ces cigarettes de façon illégale, sans payer des taxes, sans verser des impôts et sans aucune traçabilité. Donc il s'agit d'un détournement d'une quantité importante de cigarettes américaines, de marques américaines, produites en Algérie, et qui sont déclarées frauduleusement endommagées ou non conformes, alors en réalité ils sont correctement fabriqués, conçus, etc. Il n'y a aucun problème de conformité, mais qui sont détournés. Ça peut aller selon nos sources jusqu'à 20% de la production de la STAIM. Le rabatteur de Nasser Djen utilise cette quantité de marchandises qui est ensuite revendue à des distributeurs au niveau du marché informel. Les profits sont immenses parce qu'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, tout est informel, tout est illicite, et c'est de l'argent qui rentre en cash. Et c'est des milliards par an. Sauf que, dans ce trafic, Nasser Djen n'était pas le seul. Il y avait 3 groupes. Nasser Djen et son rabatteur, Omar. Deuxième groupe, Chafir Chengriha et le général Rafir Bouakez, qui est le numéro 2 de la gendarmerie nationale en ce moment. Qui est en ce moment le chef d'état-major des forces de la gendarmerie nationale. Le troisième groupe, c'est Hamada Jamirouche, le secrétaire particulier de Tebboune, et des amis à lui. Ça, c'est les trois groupes constitutifs de ce trafic. Allez, c'est qu'une affaire. Parce que dans d'autres affaires, t'as Sonatrach, t'as Tosheli,
Nasser al-Djan aussi est intervenu. Nasser al-Djan, quand on parle de la DGSI, était au courant de toutes les affaires. Il intervenait dans toutes les affaires. Et, ou pour enquêter, dès qu'il y a une enquête, c'est lui qui bloquait l'enquête, ou c'est lui qui devait orienter l'enquête vers d'autres personnalités pour que les véritables personnalités mises en cause ne soient pas inquiétées. Donc, pour protéger Shafer Shengriha sur le trafic de cigarettes, il protégeait il empêchait la DGSI d'enquêter là-dessus. Ou il collectait juste de l'info, il collectait des preuves, il les laissait bloqués dans son tiroir. Et lui, il en profitait aussi. Pour, par exemple, parler des enfants, quand il s'agissait d'un trafic qui concerne les enfants de Tebboune, c'est la même chose. Il bloque l'enquête, il détourne le dossier, il ralentit le dossier, il permet aux personnes qui sont protégées de s'enrichir, et lui, il prend son pactole. Hadir la first time, c'est des milliards par an. Vous imaginez, c'est des sacs d'argent. Et Nasser savait que Shafer Shengriha était impliqué, que l'affaire Bouakez est impliquée, que Hamada Chamiroj est impliqué, que des membres de la famille Tebboune sont impliqués, et que des conseillers aussi, des rabatteurs proches du clan Tebboune sont impliqués. Donc Nasser al-Djan a participé, effectivement, il a profité de ce trafic. Mais il n'était pas le seul. Il n'a pas mangé tout seul. Et quand il a été interrogé à propos de l'argent du cash qu'il a été retrouvé au niveau de ses domiciles, presque 20 milliards de centimes, presque 2 millions et quelques d'euros, etc. Quand on lui a demandé des explications, on leur a dit, écoutez, voilà, il y a eu un trafic, mais je ne suis pas le seul à en avoir profité. Je ne suis pas le seul à avoir pris de l'argent. Je ne suis pas le seul à avoir participé à un business. Il a commencé à donner les noms. On a de Gilbert. À un moment, dès qu'il a été arrêté, dès qu'on a commencé à l'interroger, Nasser al-Djan a sorti ses cartes sur table. Je ne suis pas le seul bénéficiaire de ces affaires de corruption. J'étais en charge d'enquêter sur ces affaires, j'avais les dossiers, mais on m'avait demandé d'en haut, et quand on m'avait demandé, ça veut dire Nasser al-Djan a reçu des instructions de l'entourage de Shengriha, comme du cabinet de Tebboune, pour lui demander de lever le frein, de lever le frein, de freiner ou de stopper les investigations de la DGSI, et en contrepartie, on lui donnerait sa part de ce trafic. Donc, tout le monde était au courant de ce trafic de cigarettes. De Shafer Shengriha, en passant par l'affaire Bouakez, jusqu'à Hamada Chamiroj, et jusqu'aux enfants de Tebboune, qui eux aussi étaient mêlés. Tout le monde mangeait de ce trafic de cigarettes. D'ailleurs, pourquoi on a voulu éliminer les Émiratis? Parce que les Émiratis ont tout fait pour bloquer ce trafic. Pourquoi on a voulu écarter les Émiratis? Parce que les Émiratis, ils en avaient marre. Ils avaient constaté ce trafic, mais ils ne pouvaient rien faire. À la fin, il y a eu un accord de paix. Les Émiratis ont dit, OK, on vous laisse une partie de la production. Vous vous en chargez, genre 20%, vous pouvez la détourner, vous la mettez. Et fermez les yeux. Les Émiratis ont fini par fermer les yeux. Pour garder la même et pour garder le marché algérien, ils avaient accepté de laisser une partie. Alors, certaines sources estiment jusqu'à 30% de la production qui était détournée pour alimenter le marché informel et la contrebande. Pas plus tard, la contrebande, qu'on le voit en France, pour les Algériens qui vivent en France, les cigarettes, comment les pauvres haragas algériens vendent des cigarettes de marque algérienne devant les gares et dans les quartiers populaires peuplés par la communauté algérienne. Ces cigarettes, elles proviennent de ce trafic, de ces réseaux-là. Et les parrains de ces réseaux-là se sont fait un argent fou. Et les parrains de ces réseaux-là, Nasser al-Djan les connaissait. Il était, oui, complice, mais il n'était pas le seul. C'était pas le responsable number one. Donc, quand ils ont su, quand la DCSA qui a voulu enquêter, ou la DGSI qui a voulu enquêter avec lui, quand ils ont compris que Nasser al-Djan a commencé à balancer des noms très lourds, les Shafer Shengriha, les Mohamed Tebboune, les Hamada Chamiroj, les affaires Bouakez, les enquêtes ont été paf. Que ce soit le général Hassan, que ce soit le général Mahrez, ils ont mis là il y a un voyant rouge qui s'est allumé. Attention, il y a une alarme qui a été enclenchée. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça dans ces dossiers? C'est pour ça que Nasser al-Djan, son emprisonnement, il a pris du temps. Parce que on pouvait pas, le régime cherchait un moyen de l'inculper et de l'incarcérer sans qu'il y ait des fuites et sans que Nasser al-Djan ne puisse faire couler avec lui
des personnalités ou des poids lourds du régime ou des enfants de Tebboune et des Shangriha. Donc il fallait lui concocter un dossier bien, comment dirais-je, bien tissé pour protéger les autres. Sauf que c'est pas possible de les protéger tous, parce que Nasser parle, il défie, il assume, je ne suis pas le seul, on m'a demandé de le faire, on m'a demandé de protéger, on m'a demandé de ne pas stopper ce trafic, on m'a demandé de bloquer les enquêtes, on a demandé de ne pas procéder à des arrestations, et on m'a dit, tu peux en profiter avec nous. J'en ai profité. Ça, le dossier Time, c'est l'un des dossiers. Il y a le dossier Tosheli, le dossier Sonatrach, encore une fois, le dossier des logements avec les entreprises turques, le dossier de la logistique et des marchés, de la logistique, du transport et de la canalisation avec Sonatrach. Il y a énormément de dossiers dans lesquels Nasser al-Din avait beaucoup fouillé et il avait découvert des anomalies qui ont profité aux deux pôles des décideurs du pouvoir, la famille Tebboune et le clan Tebboune et le clan Shangriha. Et lui, il en a profité. Il s'est servi. Puisque je ne peux pas enquêter, donc je me sers et je maintiens l'équilibre. Le jour où il y a des changements, Nasser al-Din, certainement, il a prévu de sortir ces dossiers-là. Et bien ce jour-là est arrivé. Quand ils ont voulu l'emprisonner, et peut-être même l'éliminer, parce qu'encore une fois, il y a eu un doute, Shangriha voulait l'emprisonner, Tebboune a dit non, Tebboune et Shangriha se sont mis d'accord, il faut l'emprisonner, mais il faut prouver le bon moment. Ensuite, ils ont décidé de l'emprisonner, mais dans un cadre d'une affaire judiciaire où il n'y a que lui qui apparaîtra, ou les autres qui ont été dénoncés, ou les autres personnalités dont les noms ont été évoqués, révélés par Nasser al-Din, ne vont pas être mêlés, ne vont pas être mouillés. Donc, c'était l'été, c'était les vacances judiciaires, et Nasser al-Din a profité de tout ce temps-là pour peaufiner son plan et terminer la planification de sa fuite. Parce qu'il savait qu'on allait le neutraliser. Il craignait même pour sa vie. Quand il a fui, il y a eu une prise de contact, et ça on nous l'a confirmé. Le dernier message que Nasser al-Din a laissé au pouvoir algérien, il l'avait transmis au général Hassan, qui est son successeur à la tête de la DGSI. C'était le dernier message qu'il avait laissé. Certainement, ce message, Nasser al-Din l'a fait parvenir à général Hassan une fois que Nasser al-Din une fois qu'il est arrivé sur le territoire espagnol. Nasser al-Din a dit au général Hassan, je ne payerai pas seul. Je ne vais pas payer seul. Je refuse d'être le seul qui va payer. Je ne payerai pas seul. Je refuse d'être le seul qui va payer. Et là, le général Hassan a compris de quoi il s'agissait, et c'est là, à ce moment-là, que le général Hassan a ouvert un canal de négociation pour essayer de calmer la situation, ce qui a conduit à lever les dispositifs militaires et sécuritaires qui étaient déployés autour de la capitale Alger et ses environs, et de diminuer ou de rendre la traque de Nasser al-Din beaucoup plus discrète. Mais c'était déjà trop tard, puisque visiblement, la fuite de Nasser al-Din en Espagne est avérée.